et bienvenue dans Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Voici le sommaire. Mon invité, c'est Delphine Law, la cofondatrice de Stooli, entreprise qui fabrique des meubles pliables en carton recyclable, qui relocalise son activité en Ile-de-France, ouverture d'usine prévue en Seine-et-Marne l'an prochain. C'est un zoom sur Doctolib que je vous propose ensuite, la star des rendez-vous médicaux, devenue entreprise à mission en janvier 2023, qui publie son premier rapport d'impact. On va le détailler tout à l'heure. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, on va découvrir l'innovation d'Elicit Plante qui propose aux agriculteurs des solutions pour lutter notamment contre le stress hydrique des plantes. Mobilier, santé, agriculture, 3 univers et 30 minutes pour les découvrir. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Delphine Law. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice, dirigeante de Stooli, créée en 2017 avec votre mari, Leitzello, qu'on avait déjà d'ailleurs reçu sur ce plateau. Alors, votre métier, c'est de fabriquer des meubles, mais alors un peu particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos meubles? Notre métier, c'est de fabriquer du mobilier qui est pliable et qui se replie en à peine une seconde. Là, je vous ai ramené un modèle, c'est le plus petit tabouret qu'on a. Ouais. Vous voyez, ça, ceci est un tabouret. C'est ça, ceci est un tabouret, on dirait plutôt un livre. Oui. Et je vais l'ouvrir. Hop, c'est en carton alvéolaire. Et là, ça s'aimante et ça fait un tabouret qui va supporter jusqu'à 300 kg. Ça dure 3 secondes. C'est assez impressionnant. Ça vous a valu d'ailleurs pas mal de médailles d'or. Vous pouvez le laisser ouvert, il n'y a pas de problème. Ça vous a valu pas mal de médailles d'or au concours Lépine. Il y a eu beaucoup de récompenses comme ça pour différents objets. Oui, en fait, au concours Lépine en 2022, on a été récompensé par 3 médailles d'or, une sur le tabouret, une autre sur le banc et sur le lit. On a eu des trophées pour l'événementiel. Puis moi-même, j'ai eu des concours pour l'entrepreneuriat au féminin. Oui. Bon, ça fait pas mal de récompenses et c'est bien de les mettre en avant. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Bon, on a bien compris le procédé. En quoi c'est durable? De quoi ils sont faits, vos meubles? Alors, c'est que du carton. Il n'y a pas de plastique. Hein, c'est que du carton craft. Oui. Et donc, c'est entièrement recyclable. D'accord. Est-ce que le carton, c'est du carton recyclé ou pas? Alors, c'est du carton recyclable. Oui. Si on utilisait du carton recyclé, on n'aurait pas du tout la même résistance parce que les fibres sont cassées. Donc, on est sur du recyclable. Alors, c'est peu de matière, on va dire, par rapport à des meubles classiques. Si moi, j'achetais un tabouret de base, quoi, un tabouret qui n'est pas aussi innovant que le vôtre. Le tabouret là, que j'ai, il fait 1,8 kg. Et on a aussi le banc que je ne pouvais pas ramener sur plateau, mais le banc, lui, il est encore plus impressionnant parce que c'est 12 kilos. Et avec 12 kilos, on peut faire asseoir 6 personnes. Oui, donc si on compare ça à tout ce qui peut être du mobilier classique, évidemment, la quantité de matière est beaucoup, beaucoup moins importante. On vous a réinvité parce que vous tenez une promesse que vous aviez, votre mari en l'occurrence, avait faite sur ce plateau, de relocalisation de la production en France. C'est pour quand, déjà? C'est pour fin 2025. Ça se passera où? Ça se passe en Seine-et-Marne, à côté de Val d'Europe. Quel frein vous avez rencontré? Je veux bien que vous me racontiez ça. On a mis déjà beaucoup de temps à trouver l'implantation. Je pense que dans les projets industriels, je pense que peut-être que le plus dur, c'est de trouver où est-ce qu'on s'installe. Et ensuite, une fois qu'on a eu l'implantation l'année dernière, là, le permis de construire a été validé. Ça va être de rechercher les financements, de rechercher les machines. Donc là, on est en plein dedans. Où est-ce que vous produisez pour l'instant? Aujourd'hui, c'est fabriqué en Asie, en Chine. Oui, en Chine. C'était dès le départ, quand vous créez l'entreprise, quand vous créez Stooli, donc 2017, à ce moment-là, vous êtes conscient que c'est pas possible de produire en France dès le départ? Oui, en fait, nous, c'était une vision qu'on avait dès le départ. On voulait avoir un impact local, on voulait faire fabriquer en France, mais au début, il fallait qu'on teste, il fallait qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Ouais. On n'avait pas les financements, et donc il fallait tester le marché. Donc on a commencé avec les tabourets, puis on a élargi la gamme. Et c'est après le Covid, depuis 2021, qu'on cherchait voir comment on pouvait s'implanter. Et donc, on a été soutenu pour ce projet par la région Île-de-France. Et c'est comme ça que bientôt, on espère pouvoir ouvrir. Alors, vous avez devancé ma question, parce qu'il y a eu, effectivement, après le Covid,
ça aurait pu être avant, mais bon, une prise de conscience quoi, sur un certain nombre de produits, de l'importance de réindustrialiser, de relocaliser. Vous avez senti le coup d'accélérateur très clairement. On sait que... Dans la volonté publique, des services publics, des autorités publiques, État ou collectivités locales en l'occurrence. C'est important de pouvoir produire, de pouvoir maîtriser sa production. Parce qu'on a vu que pendant le Covid, on produisait pas, donc on était tributaire des autres pays, des fabricants. Et on s'est dit, si on veut grandir et si on veut devenir encore plus fort et maîtriser les produits, la marque, il faut qu'on produise en interne. Donc c'est pour ça que dès le début, on voulait, et on s'est lancé sur cette période. Vous allez produire une petite partie, une grande partie de vos produits en France ? Non, on a prévu de produire l'ensemble de la gamme. Donc vous relocalisez tout ? Oui, c'est ce qui est prévu. Ok. Et on a prévu aussi de trouver un nouveau matériau qui permettra d'utiliser le mobilier en extérieur. Ok, donc encore une possibilité d'innovation. Vous avez fourni des tabourets pour les Jeux Olympiques. J'imagine que ça doit être une source de fierté. Alors, combien, à qui ils ont servi ces tabourets ? Où est-ce qu'ils ont été déployés ? On les a retrouvés dans les chambres des athlètes. Ok, donc il y a peut-être plusieurs champions et championnes olympiques qui se sont assis sur vos tabourets. Vous avez porté la flamme des Jeux paralympiques. J'imagine là aussi que c'est une fierté. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? J'ai porté la flamme pour les Jeux olympiques. C'était au nom de la région Île-de-France. J'ai été nommée par Valérie Pécresse pour les entrepreneurs. C'est une très grande chance, c'est une belle opportunité. C'est beaucoup de fierté. C'est un moment magique, hors du temps, et vraiment j'en suis hyper fière. Vous avez été, on peut le raconter, gravement brûlé quand vous étiez enfant, à l'âge de 5 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous venez d'un quartier plutôt difficile, est-ce que vous avez conscience de l'exemple que vous pouvez... vous dites j'ai porté la flamme olympique et je suis sûr que vous faites partie de celles et ceux qui avaient vraiment de bonnes raisons de la porter. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Est-ce que vous avez conscience de ça, de pouvoir inspirer beaucoup de jeunes ? C'est ce qu'on me dit régulièrement, ça me touche beaucoup. Après, moi, j'ai toujours eu envie de faire des tas de choses. Et je sais que j'ai toujours eu envie de pouvoir faire des projets, montrer que c'est possible, montrer que, quels que soient ses rêves, on peut le faire. Et peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, c'est possible. Et j'ai toujours insisté, je me suis accrochée. Et si ça peut donner de l'inspiration aux autres, ça sera encore mieux. À quel point ça vous a servi pour le business, pour créer cette entreprise ? Peut-être je pense la résilience, le fait qu'on vous dise non 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça suffit pas et c'est pas grave et on recommence et peu importe. Quand on a une idée, quand on y croit, il faut pas lâcher et ça va marcher. Et ça finit par marcher. La preuve. Quelle est la part d'innovation ? Je l'ai dit, vous avez reçu plusieurs médailles d'or au concours Les Pénissons en nid d'abeilles, ce mobilier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être que l'innovation, elle n'est pas là, d'ailleurs. L'innovation, c'est l'alliage entre le papier et tout ce qui est collage, assemblage, qui fait que ce soit ultra résistant. Et ensuite, on va aller encore plus loin dans notre innovation en faisant cette ligne de production qu'on va breveter. Est-ce qu'il y a des freins ? Est-ce qu'il y a des gens qui disent c'est pas solide ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand vous devez convaincre un client, quelles inquiétudes ou qu'est-ce qu'il exprime ? Ça va être le mot carton. C'est quelque chose de... on a toujours peur du carton, on pense que c'est pas solide, que c'est bas de gamme, que ça va s'écrouler. Donc ça fait 7 ans qu'on fait ça, donc on a toujours été pédagogue en expliquant non, le carton c'est ultra solide, c'est résistant, ça tient dans le temps. On a des clients qui ont acheté les produits depuis le début, et ils s'en servent toujours. Donc il faut expliquer que c'est un produit du futur, qui est complètement écologique. Vous travaillez aussi dans l'événementiel, c'est ça ? Oui, là aujourd'hui, plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est l'événementiel. Parce qu'on a besoin d'installer très rapidement des sièges pour les salons, les séminaires. Et après, il faut surtout ranger aussi rapidement et stocker.
Il résiste bien aussi, parce que l'événementiel, la résistance du mobilier, ça peut être plus compliqué. Les gens sont un peu moins soucieux, font un peu moins attention. Ça résiste quand même. Ça résiste aussi. Après, une demande de l'événementiel, c'est de pouvoir mettre le mobilier en extérieur. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans cette recherche-là. Mais ça tient, ça résiste. Tiens, dernière question. Il vient d'où le carton Donc c'est pas du carton de récupération, c'est ça, hein, on a bien compris. C'est pas du carton de récupération. Ça c'est une bonne question. En fait, le carton, ça vient d'Europe. D'accord. Il vient d'Europe, on l'envoie en Chine, on le transforme, on le fabrique et on le ramène en France. Donc le fait de relocaliser l'usine, on va gagner des émissions de CO2. Oui, c'est ça. Pour le bilan carbone de l'entreprise, ce sera super. Merci beaucoup Delphine Lo et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au zoom de ce Smart Impact Doctolib qui fait son bilan d'entreprise à mission. Le zoom de ce Smart Impact avec Bettina Reveron, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice de l'impact social chez Doctolib, devenue entreprise à mission en janvier 2023. On va démarrer là-dessus. Pourquoi ce choix ? Alors, effectivement, on fait le choix de devenir entreprise à mission en 2023. Il faut évidemment rappeler qu'on n'a pas attendu 2023 pour avoir une mission d'intérêt général, étant donné qu'on est un acteur de la santé. Pourquoi devenir entreprise à mission ? Alors, pour ceux qui connaissent peut-être mal le statut, la première chose à savoir, c'est que la première chose qu'on fait en devenant entreprise à mission, c'est de se fixer une raison d'être. Alors comme ça paraît un petit peu abstrait. L'exercice qu'on fait en fixant cette raison d'être, c'est avant tout un exercice d'introspection. Ouais. C'est-à-dire que nous, on l'a fait, on avait 9 ans d'existence. C'était vraiment le temps de faire une pause et se demander qui est Doctolib, quel est notre... à quoi on sert, à quel problème on répond, de le formaliser dans une phrase et de l'inscrire un peu dans le long terme, de l'ancrer dans le long terme. Donc formaliser cette raison d'être. L'inscrire dans ses statuts aussi. L'inscrire dans ses statuts. Et ensuite, deuxième étape, c'est un peu... aligner les paroles et les actes et expliciter cette raison d'être dans une série d'objectifs sociaux qui soient chiffrés, quantifiables et donc opposables. Et dernière chose, et c'est important, c'est vraiment faire vivre cette raison d'être en interne pour mobiliser nos collaborateurs, mais aussi nos partenaires, nos clients. Et donc, si c'est bien fait, c'est quand même une plateforme assez puissante pour faire vivre cette raison. On a souvent, l'émission existe depuis presque 4 ans, reçu des entreprises, le mouvement des entreprises à mission l'a pas mal accompagné. Et il y a eu souvent ce témoignage de cadres ou de chefs d'entreprise qui expliquait ce moment où tout le monde réfléchit ensemble. C'est-à-dire que vous avez interrogé vos collaborateurs, vos salariés, il y a eu ce moment-là ? Parties prenantes, clients. En fait, c'est un peu un exercice de maïeutique collective, où on prend le temps vraiment, encore une fois, de s'interroger sur quelle est la finalité, quel est le but, pourquoi on se réveille tous les matins. Et surtout aussi, c'est une projection dans l'avenir, c'est de se dire quelle est la vision de la santé qu'on a envie de défendre, nous, Doctolib, et à quel horizon et selon quels critères. Et alors, ça suppose quels engagements, si on en cite quelques-uns, pour une entreprise comme la vôtre ? Nous, on a on existe depuis maintenant 11 ans. On a 2 objectifs un peu invariables depuis le début. Le premier, c'est auprès des soignants. C'est vraiment améliorer le quotidien des soignants. Ce qui veut dire 2 choses. C'est, en gros, les aider à mieux faire leur métier, à mieux soigner. Donc, avoir un mode de soin qui est plus à l'écoute du patient, plus préventif, plus continu, plus grande qualité. Avoir une meilleure qualité de vie, moins de charge mentale, moins de charges administratives, moins de stress. Évidemment, on connaît tous les enjeux aujourd'hui liés à l'exercice des fonctions de professionnels de santé. Donc ça, c'est un peu notre première partie prenante clé. Et la deuxième personne la deuxième typologie qui on s'adresse, c'est les patients. Et là, la mission est assez simple, c'est aider les patients à être en meilleure santé. Oui, mais ça, c'est la mission Doctolib, par définition. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la finalité absolue. Il n'y a pas besoin de se définir entreprise à mission pour le faire. Alors, encore une fois, c'est pour ça que le fait de devenir entreprise à mission, c'est pas ce qu'on a attendu pour se fixer ces objectifs. C'est juste une façon de le formaliser, de le mettre dans les statuts, de le déclarer et, encore une fois, de faire un plan d'action autour de ces 2 missions-là. Qu'on suit au fil des ans. Alors, on va détailler un peu ces engagements côté soignant et puis côté patient, mais quelques infos, quelques chiffres clés concernant Doctolib. 15 millions de rendez-vous en ligne pris chaque mois, 2900 salariés.
Question toute bête, le modèle économique, c'est quoi? Sont les praticiens Alors, qui oui. s'abonnent? Ça marche comment? C'est une bonne question parce que, en fait, beaucoup de gens nous connaissent surtout par l'application Patient de prise de rendez-vous. Ouais. En réalité, notre modèle économique, c'est de la vente d'abonnements à des services informatiques, des logiciels, auprès des professionnels de santé, qui les aident à faire deux choses. Un, gérer leur agenda, gérer leur relation avec les clients, avec les patients, pardon. Donc, gestion des rendez-vous, gestion de la communication, et ensuite, gérer leur cabinet, sur tous les aspects cliniques, administratifs, donc télétransmission, facturation, voilà, tout ce qui concerne la gestion quotidienne de leur cabinet. L'effet Covid, je veux bien que vous nous racontiez en quelques mots ou quelques chiffres peut-être ce que ça a représenté pour Doctolib. L'effet Covid, peut-être je peux vous raconter comment ça s'est passé, parce que effectivement ça a été un des moments hyper fondateurs pour l'entreprise. Et peut-être une des fois on a le plus tangiblement, de façon beaucoup plus très matérielle, ressenti ou vécu la raison d'être de cette entreprise. Il y a eu un peu deux phases. Bon, déjà, il y a eu un peu l'effet de sidération dans lequel tout le monde s'est retrouvé. Et puis, un moment de prise de conscience. On a l'annonce du confinement, qui est un choc pour tout le monde. Et la prise de conscience de l'impact que ça va avoir sur l'accès aux soins pour les Français. Parce qu'il y avait non seulement la gestion de l'épidémie, qui n'était pas une mince affaire, mais aussi un peu la gestion des affaires courantes pour toutes les pathologies, les personnes âgées, les personnes éloignées du soin, etc. Donc, un peu cette prise de conscience-là. Et ensuite, très rapidement, un peu une mise en action avec deux priorités. Un, assurer la continuité des soins, donc avec un rôle important évidemment de la téléconsultation, parce qu'à l'époque, aujourd'hui c'est tellement ancré dans les usages qu'on ne s'en rend pas compte, mais à l'époque c'était pas encore très répandu. Donc nous on a dû former, je crois, 200 ou 300 personnes chez nous pour aider les professionnels de santé à utiliser cet outil qu'on a déployé gratuitement. Et je crois que les chiffres c'était, on est passé en 15 jours à, je ne sais plus, je ne me rappelle plus le début, mais en tout cas on a fini à 30 000 soignants qui étaient équipés de téléconsultation, et donc de 6 000 à 30 000 téléconsultations par semaine. Donc c'est énorme, en 15 jours. Donc première phase, assurer la continuité des soins, et deuxième phase, assurer la vaccination, la campagne de vaccination, donc équiper les médecins, enfin les médecins généralistes, les pharmaciens et les centres de vaccination. Et alors, notamment pour la campagne de vaccination, ça a été une démonstration d'efficacité, donc évidemment un coup d'accélérateur aussi pour l'entreprise. Mais alors il y a dû avoir beaucoup d'investissements à ce moment-là, parce que moi j'ai eu la surprise en préparant l'émission de voir que vous n'étiez pas encore rentable. Alors comment ça s'explique ça? Non, l'objectif c'est de l'être bientôt. Alors c'est assez, le Covid n'a pas grand-chose à voir là-dedans, si ce n'est qu'en réalité, pendant 1 an ou 1 an et demi, donc au plus fort de la crise du Covid, on a tout investi sur la gestion de cette pandémie, et donc on a un peu mis en arrêt l'investissement qu'on pouvait faire sur d'autres services. Par exemple, je pense à la prévention sur laquelle on l'accélère aujourd'hui, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout ça a été mis de côté, et donc quelque part a mis en pause les leviers de croissance sur lesquels on aurait pu appuyer sinon. Je voudrais revenir donc sur cette mission et cette raison d'être pour les soignants, renforcer les soignants, leur permettre d'avoir une vie professionnelle plus sereine et épanouissante, avec ces mots que vous avez employés, charge mentale. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour les médecins et en quoi vous les aidez? J'ai bien ma petite idée, mais je veux l'entendre avec vos mots à vous. Alors, en gros, c'est vraiment... Donc nous, on travaille vraiment quotidiennement avec les médecins pour comprendre, pendant leur journée, tous les obstacles qu'ils ont à l'exercice de leur fonction pour exercer en tant que médecin, être au plus proche des soignants, donc vraiment faire du soin comme on l'attend. Donc, tous les produits qu'on développe visent une seule chose. Un, réduire leur stress, donc plus de fluidité dans la gestion quotidienne de leur cabinet. Et deux, mieux soigner. Donc mieux accompagner le patient, mieux lui expliquer, être plus présent pendant la consultation, être plus présent en amont, être plus présent ensuite et pouvoir suivre davantage les parcours de leurs patients pour, in fine, mieux les soigner. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la simplification des tâches administratives, par exemple, pour les médecins? Alors oui, notamment grâce à l'intelligence artificielle que j'évoquais à l'instant. Là, on est justement en train de lancer 2 innovations. La première, c'est un assistant de consultation. Très concrètement, ça veut dire que, j'imagine peut-être vous êtes allé chez le médecin récemment. Ça peut m'arriver. Ça arrive. C'est vrai qu'on partage souvent l'attention du médecin entre le patient et l'ordinateur, parce qu'il est tenté et obligé de se tourner souvent vers cet ordinateur pour prendre des notes, pour regarder le dossier, etc. L'assistant de consultation, le but, c'est vraiment de se concentrer à 100% sur le soignant,
sur le patient, et la prise de notes est automatique dans le logiciel pour que les comptes rendus soient non seulement plus fournis, plus clairs, et puis surtout qu'ils ne nécessitent pas l'attention du soignant. Ouais. Donc ça, c'est l'assistant de consultation. Et la deuxième chose qu'on va lancer très prochainement, c'est un assistant téléphonique. Ça, c'est côté patient, pour qu'on puisse prendre rendez-vous sans passer par un ordinateur via une unité téléphonique. Vous devancez ma question, parce que j'allais vous dire, et pour ceux qui n'ont pas accès à Internet, à la fracture numérique qu'on sous-estime encore dans ce pays, donc alors, c'est ce que vous avez imaginé, c'est ça? Alors il y a ça, donc les personnes éloignées du numérique, il y en a effectivement beaucoup, avec différents degrés. On travaille beaucoup sur la simplicité d'utilisation de l'outil. L'idée, c'est vraiment qu'un maximum d'utilisateurs puissent s'en servir. Et d'ailleurs, on a... je ne me rappelle plus du chiffre malheureusement, mais énormément d'usagers qui ont plus de 65 ans. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi le rôle des aidants. Je pense que tous, on gère la santé de nos parents. Moi, en l'occurrence, je gère la santé des deux. Et la troisième chose, c'est qu'on travaille évidemment sur l'accessibilité digitale dans son ensemble pour les personnes éloignées du numérique ou ceux qui ont un usage difficile, par exemple, avec des difficultés auditive ou visuelle. Je reviens à cette raison d'être, à cette entreprise à mission. Donc pour les patients, c'est aider tout le monde à être en meilleure santé et vivre un parcours de soins le plus paisible. Encore une fois, c'est normal quand on définit, je pense, sa raison d'être. On peut se dire, mais c'est ce que fait Doctolib. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est important de mettre les mots. Et vous nous l'avez dit, avec des objectifs opposables. Là, on rentre dans le concret et dans ce qui peut éventuellement être à la fois une source d'ennui, mais un levier de progression pour les entreprises. C'est ça qui m'intéresse. Quels sont ces objectifs opposables? Alors, juste pour expliciter un petit peu dans l'ensemble sur la partie patient. Les difficultés que connaissent les patients dans l'accès aux soins, ça peut être résumé par une phrase qu'on entend souvent, c'est en gros la santé c'est trop cher, trop compliqué, trop loin. Ouais. Donc, nous, notre première mission auprès d'eux, c'est de lever un peu ces freins, de leur donner plus, ne serait-ce que de la lisibilité, de la visibilité sur l'offre de soins qu'il y a sur leur territoire, et ensuite de leur permettre de prendre rendez-vous, de trouver le bon soin au bon moment, au bon tarif, et à partir de là, de répondre à toutes leurs questions, que ce soit sur de la prévention, de la coordination de soins, parce qu'on a parfois des pathologies un petit peu complexes qui nécessitent de faire communiquer entre eux certains spécialistes qui nous parlent, ou de répondre à des demandes urgentes. On absorbe énormément de demandes urgentes dans le système de soins. Et puis dans l'ensemble, encore une fois, de la même façon qu'on le fait pour les soignants, réduire le stress dans la gestion de sa santé et nous rendre plus autonomes dans les parcours de soins. Et alors, les objectifs opposables, il y en a un, parce que c'est quoi? C'est chiffré? C'est quantifiable et qualifiable en même temps. Par exemple, sur les questions d'inclusion, qui est vraiment une des perspectives, un des sujets sur lesquels on a besoin de faire beaucoup d'efforts, on a monté par exemple un programme avec Emmaüs Connect, qui est une association de lutte contre l'électronisme. On les a reçus ici. Que vous avez dû recevoir ici. Et donc on s'est mis d'un nombre de bénéficiaires de ces programmes d'ici la fin de l'année et de progression dans les années à venir. Merci. C'est pour vous donner un exemple. Ouais, c'est un bon exemple. Merci beaucoup Bettina Reveron et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Smart Ideas, l'agriculture au programme. Smart Ideas, la chronique de l'innovation éco-responsable avec Jean-François Deschamps. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur d'Elicit Plante, entreprise charentaise créée en 2017. Avec quelle idée de départ? L'idée de départ, c'est d'utiliser des phytostérols, qui sont des molécules spécifiques aux plantes, un peu l'équivalent des cholestérols, qui sont dans les parois cellulaires des plantes et qui sont utilisés par les plantes pour réagir à des stress. En fait, naturellement, elles utilisent ça pour réagir. En fait, la plante, elle ne peut pas bouger. Donc, elle a des mécanismes de protection, de réaction au stress, et les phytostérols sont des molécules clés de réaction. Et donc, vous avez mis au point un procédé, pourquoi? Pour stimuler cette réaction? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces molécules étaient parfaitement connues des scientifiques depuis pratiquement plus de 30 ans, mais jamais personne n'avait réussi à les exporter en plein champ. Parce que c'est des molécules, des lipides, donc grasses. Donc vous voyez un petit peu, quand vous mettez une goutte d'huile dans de l'eau, ce que ça fait. Donc c'est difficile à disperser sur les plantes. Et nous, le secret, le verrou que l'on a fait sauter, technologique, c'est de pouvoir
pulvériser en plein champ, à grande échelle, ces molécules pour faire réagir les plantes en anticipation. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez pulvérisé votre produit ? Comment réagit la plante ? Qu'est-ce qu'elle fait en fait, en quelque sorte ? En fait, c'est un peu le même principe qu'un vaccin, puisqu'on on introduit des quantités très faibles de ces phytostérols, mais comme pour un vaccin pour l'homme, cela déclenche une réponse métabolique dans la plante qui permet de mieux résister à des plantes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est préventif, mais que ça dure tout le cycle de vie de la plante, et même pour des feuilles, par exemple, qui n'existent pas encore. Donc, et c'est démontré à la fois parfaitement par la science et en plein champ par les différents essais que nous avons menés. Ça permet aux plantes de se prémunir contre quoi ? Je parlais de stress hydrique dans les titres. Il n'y a que ça ou il y a d'autres possibilités, maladies éventuelles ? Tout à fait. Alors, très bonne question. En fait, ce qui est particulier avec les phytostérols, c'est qu'ils sont propres à chaque espèce de plante et propres à chaque stress. Donc, nous, notre première génération de produits, elle était plutôt focalisée sur les grandes cultures, donc maïs, soja, tournesol, et plutôt pour des stress hydriques, donc un peu le manque d'eau. Mais là, on est en train de développer des nouvelles générations pour plus de cultures et tout stress climatique. D'accord, donc ça pourra concerner de plus en plus de plantes et pour plusieurs types de défense. Vous venez de recevoir le trophée des futures licornes remis par nos confrères de Challenge. Bravo, félicitations. Alors, au-delà du coup de projecteur médiatique, vous êtes quoi ? Vous êtes dans un moment où tout le travail qui a été fait est en train d'éclore, puisqu'on parle de plantes ? Ah oui, c'est fantastique ce qui nous arrive, parce que ce type de business, c'est quand même compliqué parce qu'on est sur de la science du vivant. On est sur des temps longs parce qu'il n'y a qu'une ou deux saisons en agriculture. Au Brésil, il y a 2 voire 3 saisons, mais en Europe, il n'y a plutôt qu'une saison. Donc tout ça prend énormément de temps. Il y a une réglementation qui est très stricte, qui est différente d'un continent à un autre, qui évolue. Donc pour mettre au point un produit comme le nôtre, il faut en général une dizaine d'années et pouvoir le commercialiser. Ce qui s'est passé depuis un an, c'est qu'on a obtenu des autorisations de mise sur le marché, dans un premier temps au Brésil, puis dans toute l'Europe. Initialement, on avait France et puis Ukraine. Et donc là, on est en phase de commercialisation à grande échelle sur tous ces pays. Avec une levée de fonds dans les tuyaux, c'est ça ? Voilà, on est en train de finaliser une levée de fonds pour accélérer notre développement à l'international, avec l'objectif de faire une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires assez rapidement. Votre entreprise, elle est labellisée Lucie 26000, qui est un label de quoi ? D'éco-responsabilité, on peut dire ça comme ça ? Tout à fait, c'est le pendant d'une certification ISO 26000, qui a une responsabilité sociétale et environnementale pour la société. Nous, notre fierté, c'est dans notre business model, c'est qu'on reverse 3 fois plus de valeur créée aux agriculteurs. C'est-à-dire que quand on gagne 100, l'agriculteur, nous, il gagne 300. Et ça, c'est très important parce que les agriculteurs sont les premiers exposés aux impacts du changement climatique sur la planète. Et ça, c'est vrai partout sur la planète, en France, dans les pays de l'Est, mais aussi au Brésil, en Chine, aux États-Unis. Merci beaucoup, Jean-François Deschamps, et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission.